je vais demander à Céline Bertrand de me rejoindre, puisqu'après ce premier état des lieux, on va passer aux conséquences potentielles et avérées des substances PFAS sur la santé et l'environnement. Et donc, on va commencer. Tu nous rejoindras après, Bruno? Oui, ok. Donc, je pense que tu peux déjà t'installer. Oui. Donc, nous allons écouter Céline Bertrand sur les aspects santé. Madame Bertrand est enseignante à l'ELA et experte en santé publique à la Société scientifique de médecine générale. Voilà. Oui, je préfère. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, d'emblée, je voudrais vous dire tout d'abord, donc moi je fais partie de la cellule environnement de la Société scientifique de médecine générale. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, je crois que c'est toujours bien de le préciser dans ce type d'intervention. Et alors, comme vous l'avez compris déjà, grâce aux précédents exposés, je pense qu'on est face là à une thématique qui est quand même très complexe, très technique, avec beaucoup d'incertitudes, puisqu'on voit quand même ici, en considérant les chiffres actualisés, il y a quand même encore beaucoup de zones d'ombre. Et malheureusement, moi, je ne vais pas vous montrer que ça s'éclaircit, parce qu'il y a vraiment énormément de données dont on ne dispose pas actuellement. Ça a déjà été mis en évidence avec la problématique des coformulants, notamment, mais on va le voir aussi avec les semences enrobées, parce que bien qu'effectivement des semences soient enrobées chez nous et soient exportées, l'inverse se produit aussi, donc notamment pour les semences enrobées de maïs qui sont en provenance d'autres pays, où là les législations ne sont pas les mêmes que chez nous pour notamment la question des pesticides PFAS. Et donc, comme je vous le disais, beaucoup d'incertitudes, on est un petit peu, on manque de données, et je pense que pour avoir justement des données les plus fiables et les plus actualisées, il faut aller voir un peu outre-Atlantique chez les Américains, qui ont quand même une longueur d'avance par rapport aux pesticides PFAS. Et on va voir, je vais le dire d'emblée d'ailleurs, pour rester dans le timing, que quand on parle de pesticides PFAS, je pense que finalement, on n'est peut-être pas suffisamment englobant de la problématique. Aux États-Unis, ils parlent plutôt de pesticides fluorés, pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où, comme ça a déjà été expliqué auparavant, on considère la force, si vous voulez, de cette liaison entre le carbone et le fluor, et donc à partir du moment où il y a un ajout de fluor dans les formulations, eh bien, ces effets toxiques de persistance, de lipophilicité aussi, on va le voir, et l'affinité pour les plastiques notamment, se fait, et aussi les nombreux dégradés et produits de dégradation, et notamment ici on a parlé de l'acide trifluoracétique, mais il y en a bien entendu d'autres aussi, et qui ne font pas l'objet aujourd'hui d'études. Et donc ça, c'est vraiment réellement préoccupant. Alors, je voulais juste revenir un tout petit peu sur cette définition, parce que quand on parle de pesticides PFAS, justement, de quoi parle-t-on? Et là, si on reprend la définition de l'OCDE, vous savez que c'est quand même celle-là que tout le monde reprend actuellement, il y a un consensus là-dessus, c'est, donc par définition, les PFAS contiennent au moins un groupe méthyle ou méthylène, entièrement fluoré, donc c'est-à-dire un groupe CF3 ou un groupe CF2. Et ça, donc, il faut bien le prendre en compte aux États-Unis. Donc, les molécules actives pesticides PFAS sont catégorisées PFAS dans ce cadre-là, et voire même dans les cas où il y a même un seul groupement CF, donc un seul atome de fluor. Donc il faut vraiment essayer de se dire qu'aujourd'hui, on est sans doute, on considère la partie émergée, donc visible de l'iceberg, et qu'il faudrait aller creuser un peu plus pour comprendre entièrement qu'on est face à une problématique et un scandale sanitaire, on peut le dire d'emblée. Donc, en fait, évidemment, les pesticides comme le flufénacet, le flutolanil sont des PFAS, ils entrent tout à fait dans cette définition. L'acide trifluoracétique également, vous l'aurez compris. Donc ça, c'était quand même pour mettre le cadre. Et les chercheurs là, américains vont plus loin en disant que même un seul groupement CF3 ou difluorométhylène, donc CF2, dans un ingrédient actif, peut résister à la dégradation dans des conditions très strictes. Et donc, à partir de ce moment-là, on comprend qu'il y a une persistance dans l'environnement, une capacité à aller se bioaccumuler, se biomagnifier, on va voir aussi, et donc produire des effets sur la santé des organismes vivants, mais aussi de la flore, de la faune, etc. Alors cette fluoration des pesticides, puisque donc moi, vous allez voir pour la suite, je vais parler de ça, de pesticides fluorés plutôt que de pesticides PFAS. En fait, c'est plus ancien qu'on pense, puisque à partir du fameux dichlorodiphényl trichloroéthane, donc ce fameux DDT, dans les années 40, je vais dire les effets sanitaires ont commencé à être déplorés à partir des années 50. Progressivement, il y a eu un ajout et un remplacement d'atomes de chlore par du fluor, et qu'on voit qu'au fur et à mesure, ce fluor, de manière insidieuse, s'est invité donc dans les formulations pesticides. Et pourquoi? Parce que d'une part, évidemment, il y avait l'argument financier, c'était meilleur marché, et en plus, ça a permis de modifier les capacités et les attributs chimiques, notamment la stabilité, la lipophilie,
Et donc, ça a conduit aussi à augmenter l'activité résiduelle des ingrédients pesticides. Et donc, cette fluoration, elle est quand même plus ancienne qu'on ne pense. Et comme je le disais, aux États-Unis, ils sont quand même un peu en avance par rapport à nous. Et là aussi, une équipe de chercheurs s'est amusée à classer les différents ingrédients actifs pesticides, hein, donc PFAS ou fluorés, donc ici c'est vraiment ça qu'ils reprennent comme dénomination, en fonction de leur groupe. Et donc c'est vrai qu'on voit, bon après ici c'est donc basé sur des 424 composés, donc pesticides fluorés aux États-Unis, hein, donc on ne retrouve pas évidemment les mêmes chez nous, mais ce que l'on voit c'est effectivement qu'il y a une prédominance quand même de ce groupement CF3, mais qu'on retrouve aussi beaucoup de groupes monofluorés et aussi dans les autres des CF2 que vous voyez apparaître là aussi. Alors, voilà, et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la partie émergée de l'iceberg, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, qu'est-ce qu'on considère en fait réellement? On considère les ingrédients actifs PFAS, hein, ceux connus, déclarés, donc l'ingrédient actif déclaré qui contient un groupe CF3, qui contient même pas un groupe CF2, puisque ceux-là souvent ne sont pas considérés chez nous, hein, ils ne sont pas classés comme pesticides PFAS, alors là c'est un problème je pense. Et donc voilà, on est là, on considère ça. Après, il faut aller un petit peu en dessous, voir ce qui s'y cache, puisque ça a été d'ailleurs posé comme question. Hein. Qu'en est-il de tous ces coformulants qui portent mal leur nom, hein, parce qu'en fait, finalement, leurs propriétés chimiques font qu'ils vont pouvoir vraiment influencer la toxicité de l'ingrédient actif, mais ce n'est pas tout, parfois contribuer aussi également à des effets encore plus importants que la molécule active elle-même. Et donc ça, c'est réellement préoccupant. Alors, on retrouve dans ces coformulants des additifs, des diluants, des surfactants, hein, des émulsifiants. Alors, c'est vrai que quand on voit toutes ces caractéristiques des coformulants, on se dit, tiens, ça évoque quand même certaines caractéristiques des molécules fluorées et PFAS. Et donc là, vous allez me dire, c'est juste une supposition, j'en ai pas la preuve. Mais aujourd'hui, on n'a aucune preuve qu'il n'y a pas d'ajout de substances fluorées dans ces coformulants, puisqu'on l'a bien dit, les données ne sont pas accessibles. Donc il y a un secret professionnel, un secret industriel, pardon, et il y a une tendance aussi à ce que ces formules évoluent très vite, hein, d'un lot à l'autre. Ça a été bien mis en évidence aussi. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de transparence là-dessus, et c'est pour cela que on est vraiment là, on peut parler d'une part d'ombre qui change vraiment la toxicologie, parce qu'à partir du moment où on ne considère que l'ingrédient actif et qu'on oublie tout ce qu'il y a en dessous et qui contribue parfois jusqu'à 50% de la formulation finale, hein, voire plus dans certains cas. Je crois que là, on est en fait en train de louper une grosse partie de la problématique. Alors, ce que l'on peut dire là aussi, pour juste donner un exemple qu'on est face à cette partie émergée de l'iceberg, c'est qu'une équipe de chercheurs en fait, s'est penchée sur des formulations en fait, de pesticides dont le principe actif n'était pas un PFAS. Donc vous retrouvez ici des noms bien connus, hein, l'imidaclopride notamment, insecticide nicotinoïde, qui n'est pas un ingrédient actif PFAS, il n'y a pas de fluor du tout dedans d'ailleurs. Et en fait, ce qu'ils ont constaté en analysant ces formulations, c'est qu'ils retrouvaient quand même des PFAS dans ces formulations. Ils se sont posé légitimement la question, mais alors d'où viennent-ils ces produits PFAS? Et parce que vous voyez, hein, ici dans la dernière colonne, hein, on voit là que c'était sous forme de PFOS en milligrammes par kilo, c'est pas peu d'ailleurs. Et légitimement, ils se sont posé cette question, hein, est-ce que ça viendrait, oui ou non, de ces coformulants? Ils se sont posé beaucoup d'autres questions aussi. Hein. Ils se sont demandé aussi si ça ne venait pas des plastiques, puisque, comme vous le savez, de nombreuses formules sont en fait des formules liquides qui sont contenues dans des bidons en plastique. Et figurez-vous qu'il y a probablement aussi une source à aller chercher à ce niveau-là. Mais ce qu'ils ont constaté, c'est que dans les coformulants, donc qu'on appelle ingrédients inertes, le mot est très mal choisi pour la raison que je vous expliquais tantôt, puisqu'ils peuvent être même plus actifs que la molécule active elle-même. Donc le nom n'est vraiment pas le bon. Mais on pouvait potentiellement retrouver dans les diluants, dans les émulsifiants, dans les stabilisants, dans les surfactants et additifs des PFAS. Alors, justement, et donc j'ai mis quand même ce point d'interrogation, puisque comme je vous l'ai dit, on n'a pas aujourd'hui réellement de preuves, mais on peut réellement le suspecter. Pourquoi? Parce que là aussi, aux États-Unis, des chercheurs ont mis en évidence que de nombreux brevets ont démontré comment ces inertes fluorés peuvent accélérer la dispersion du pesticide pulvérisé au niveau des surfaces ciblées, comme les feuilles, etc., contribuer à la surfactance, faciliter la pénétration du pesticide dans les organismes vivants, et notamment aussi prévenir la formation de mousse
dans la formulation du pesticide. Donc vous voyez que ça a tout son, en tout cas, tout son intérêt de creuser à ce niveau-là aussi. Alors deuxième point d'attention, c'est qu'en plus de ces formulations de pesticides, comme vous le savez, très souvent, des adjuvants peuvent aussi être utilisés. Hein, des produits qui vont être mélangés aux produits pesticides pour contribuer là aussi à différentes caractéristiques, mais donc avoir plus de qualité de stickers, donc c'est-à-dire d'attacher, anti-mousse à nouveau, autres adjuvants. Alors dans cette catégorie d'autres adjuvants, on peut lire sur le site du SPF qu'il s'agit de produits qui visent à permettre l'autorisation de produits phytopharmaceutiques qui nécessitent ces adjuvants pour leur efficacité. Mais là aussi, au niveau des adjuvants, en plus de la partie, je vais dire, officielle et déclarée, si on va chercher un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a aussi des résidus dans ces adjuvants. Et là, pour ces résidus-là, la législation est beaucoup plus floue. Dans certains cas, il n'y a aucune donnée qui est demandée sur les résidus, si notamment l'utilisation proposée de l'adjuvant est limitée à la combinaison avec des produits phytopharmaceutiques qui sont utilisés sur des cultures non destinées à la consommation humaine ou animale. En deuxième point, s'il est recommandé d'utiliser l'adjuvant avec la moitié de la dose approuvée de produits phytopharmaceutiques. Bref, donc vous voyez qu'il y a quand même là aussi certaines zones d'ombre. Alors on peut donc légitimement se poser la question de la fluoration de certains adjuvants, puisque clairement là aussi la fluoration pourrait être utilisée pour modifier donc ces attributs chimiques, comme on l'a dit déjà avant, tels que la stabilité, la lipophilie, etc. Alors ça, je vais passer pour essayer d'aller un peu plus vite. Mais donc là, c'était pour vous montrer qu'au niveau du SPF, ce qu'on peut voir, c'est que dans certains cas, certains tests peuvent être inutiles pour les adjuvants. Donc on voit quand même que par rapport là aussi aux études qui sont demandées, c'est beaucoup plus opaque, je dirais, oui, pour les adjuvants et leurs résidus. Alors, troisième point, merci. Troisième point, c'est pour les semences enrobées aussi. Là, je vais dire juste un petit mot, mais ça a déjà été évoqué. Donc là aussi, la logique est la même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut des données, c'est très difficile d'en trouver par rapport aux semences enrobées. On a vu ici, avec M. Demar, que d'ailleurs, ce n'est pas comptabilisé. On voit aussi, si on fait quelques recherches rapidement sur les sites Syngenta, par exemple, que les semences sont traitées à l'étranger et importées en Belgique. Avec quels produits, on n'en sait rien. Et quand on fait une petite recherche en vitesse, on voit qu'il y a des espèces de packs d'enrobage qui sont disponibles. Et dans ces packs d'enrobage, on retrouve notamment des molécules qui correspondent à la définition de PFAS, ou en tout cas qui sont des substances fluorées. Alors là, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais si ça vous intéresse, on pourra peut-être aller plus loin. C'est vrai qu'il y a de nombreux produits, quand on cherche un peu au niveau des semences enrobées, qui donc comportent des molécules PFAS également, comme le téflutrine ici, qui sont tous répertoriés. Toutes ces molécules sont répertoriées pesticides PFAS aux États-Unis, pas encore chez nous parfois, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, pareil. Ici, je passe pour ne pas trop prendre de temps. Je voudrais quand même juste terminer sur les effets sur la santé. Puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous le savez, les PFAS constituent un énorme problème de santé environnementale. C'est gravissime ce qui se passe puisqu'on est face à des molécules extrêmement persistantes. Leur toxicité est puissante et elles ont un potentiel de bioaccumulation et de biomagnification, c'est-à-dire ce potentiel à se concentrer. Plus on monte dans la chaîne alimentaire, plus les pesticides PFAS vont se concentrer, les molécules PFAS vont se concentrer. On va le voir aussi encore plus, par exemple, chez les tout petits, au tout début de la vie, qui sont notamment allaités, puisque là, l'allaitement permet aussi un transfert de PFAS assez important. Et donc, ça conduit à une présence généralisée chez l'homme, dans l'environnement, etc. Alors, en matière de données sur la toxicité des PFAS, vous savez que ça, ce n'est plus approuvé. Il y a une énorme base de données. D'ailleurs, vous pouvez taper PFAS Tox Database, vous allez trouver toutes les données là-dessus. Mais c'est vrai que ça concerne plus, comme vous le voyez, les molécules PFAS, pas réellement les molécules ici dont on a parlé avec le groupe CF3, le groupe CF2. Mais en tout cas, de nombreux chercheurs aujourd'hui mettent en évidence qu'on peut probablement, extrapoler cette toxicité des PFAS également aux molécules pesticides. Alors le consensus aujourd'hui, il est évidemment en matière de perturbations endocriniennes, notamment sur la thyroïde, dans la métabolisation des graisses également, avec l'augmentation des niveaux de cholestérol, les atteintes du foie, les cancers. Et là, il y a des liens vraiment évidents sur le cancer, notamment du testicule, cancer des reins.
Chez les femmes en âge de procréer, je viens de le dire, et chez les fœtus, également de nombreux problèmes, donc troubles de la fertilité, prééclampsie, retard du développement mammaire chez le petit, réponse réduite au vaccin. Hein, on va voir qu'il y a vraiment un effet d'immunotoxicité et poids de naissance réduit. Alors un rapide mot quand même sur la bioaccumulation et la biomagnification des PFAS, puisque vraiment, encore une fois, il faut prendre en considération tout l'impact de ce secteur agricole donc sur la production de pollution au PFAS et à l'acide trifluoracétique, qui n'est qu'un des produits de dégradation. Et donc, quand on voit en matière de persistance, la grande majorité des produits pesticides fluorés sont persistants, voire très persistants. Hein, je vais rapidement donner 2-3 exemples. Ici, l'exemple du sédaxane, qui fait partie donc, de ces molécules PFAS enrobées. Oui, c'est 13 ans jusqu'à... Donc, ça, dans les milieux aquatiques, anaérobies. Or, on sait avec le phénomène d'eutrophisation actuellement que ces milieux anaérobies sont quand même aussi présents. Donc là, ça peut aller jusqu'à 13 ans, imaginez, pour la demi-vie. Hein. Donc, on parle quand même d'une persistance très élevée. Concernant les voies de contamination, il faut aussi parler de cette affinité également pour le plastique que je vais présenter ici rapidement aussi. Mais donc au niveau des pesticides fluorés, vous le savez, d'une part, on l'a vu, soit ils sont pulvérisés, soit ils font partie, on le suspecte en tout cas fortement, des coformulants, des adjuvants, mais aussi des semences enrobées. Et donc ainsi, ils atteignent directement le niveau 1, hein, végétaux, mais aussi via la pollution de l'eau, évidemment. Et puis, vous connaissez la chaîne alimentaire. Hein. Nous sommes des super bioaccumulateurs, mais aussi ici cette capacité, et ça c'est assez nouveau, des pesticides fluorés, vu leur lipophilité, en fait, ils ont cette affinité à aller se lier au plastique. Et donc, ils vont être absorbés sur les plastiques. Et ça contribue, si vous voulez, à augmenter leur persistance dans l'environnement. Et ça complique leur dégradation, en fait. Et or, comme on sait que la pollution plastique est omniprésente, y compris dans nos champs, aux microplastiques, il y a donc une persistance accrue en fait de ces molécules. Alors évidemment, on peut consommer enfin des poissons qui, eux, se sont nourris aussi de microplastiques. Bref, donc vous savez que nous, on est tout en haut, donc ici ça, je l'ai présenté de manière inversée, mais tout en haut de la chaîne alimentaire et que donc on a cette aptitude à aller accumuler et concentrer en fait les polluants. Et c'est là-dessus que je vais terminer, puisque les plastiques, je vous en ai déjà parlé et qu'on n'aura pas le temps, tant pis, je passe, mais pardon ? Oui, je vais quand même terminer sur la question de l'allaitement, parce que je trouve que c'est quand même vraiment interpellant. Merci. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que la problématique de santé, elle touche en premier lieu les jeunes enfants et donc les générations futures, parce qu'on a une pollution massive, on l'a vu hein, à travers l'acide trifluoracétique, ça a encore été mis en évidence ici en France il y a quelques jours, vous avez peut-être entendu parler qu'aux abords de l'usine BASF à Rouen, il y a une pollution majeure à l'acide trifluoracétique dans l'eau, qui serait liée en fait à la production de fipronil, parce que BAF produit encore du fipronil en France, même si c'est interdit, qu'il exporte ensuite, mais donc la pollution est massive. C'est une pollution jamais vue en France actuellement, donc il faut se rendre compte quand même de tous ces impacts, et donc ces enfants qui sont exposés dès le ventre maternel, hein, dès leur vie intra-utérine, sont exposés à ces molécules extrêmement persistantes, on l'a dit. Et en plus, chez eux, chez les fœtus, ces molécules vont avoir tendance à se concentrer encore davantage. Pourquoi ? Parce que les fœtus ont une certaine immaturité au niveau du foie qui entraîne une difficulté de détoxifier. Nous, en tant qu'adultes, on va avoir plus facile à détoxifier, même si on n'y arrive pas complètement. Mais les fœtus sont très immatures par rapport à ça. Et donc chez eux, en fait, si vous voulez, on va retrouver des concentrations encore plus importantes. En fait, des études ont montré que le transfert placentaire, bon, ici ça concerne les PFAS, mais ce qui est très interpellant dans cette étude, c'est qu'ils ont montré que le transfert placentaire, donc c'est-à-dire la manière dont les PFAS passent de la mère à l'enfant, dépend de la longueur de la chaîne carbonée. Et en fait, c'est une forme en U, c'est-à-dire que plus la chaîne est petite, ça c'est ce qu'ils ont constaté, plus le transfert est important dans un premier temps, puis le transfert diminue pour ensuite réaugmenter avec la longueur de la chaîne carbonée. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est quand même face à un problème dont on ne contrôle plus finalement hein, la manière dont ça se passe et qu'il faudrait appliquer strictement le principe de précaution. Je voudrais juste encore mettre en évidence ici que quand on voit chez les tout jeunes enfants, donc je vous ai dit, ils ont cette capacité à aller concentrer les polluants, et c'est le cas pour les PFAS, où on retrouve donc chez eux, dans la première année de vie notamment, des taux très élevés de PFAS. Et dans l'allaitement, et ça je voudrais juste quand même encore le souligner, c'est que il y a des données ici qui ont été basées sur une modélisation qui ont montré que pour un enfant de 1 mois qui pèse plus ou moins 4 kg, en fait, il dépasse 294 fois la dose totale par semaine
conseillé, enfin recommandé, ça peut faire sourire, hein, par l'EFSA. Et donc c'est réellement interpellant. Et ça, c'est via l'allaitement maternel. Donc il y a ce transfert de PFAS. Donc en conclusion, aujourd'hui, la problématique des pesticides fluorés, c'est vraiment une problématique qui doit nous inquiéter, clairement, au plus haut point, puisque on voit vraiment un effet de perturbation endocrinienne de ces pesticides fluorés, un effet d'immunotoxicité, notamment. Donc ça, c'est pour les principaux effets sur lesquels il y a quand même énormément de données aujourd'hui, mais il y a aussi des effets génotoxiques et des effets tératogènes. Pardon. Et donc ça doit être vraiment pris en considération, puisque quand on parle de perturbations endocriniennes, comme vous le savez, l'effet se fait souvent à très faible dose, mais il faut aussi en fait prendre en compte les effets cocktails et l'extrême vulnérabilité donc, de ces enfants au début de la vie, avec notamment donc, cette capacité chez eux à avoir des concentrations plus élevées de polluants et à être moins en fait, armés pour se défendre contre ces polluants. Et donc, on doit vraiment aujourd'hui, avant d'avoir toutes les données, parce que c'est souvent ce qu'on a fait auparavant et on sait que ça aboutit aussi à des scandales sanitaires, c'est même si aujourd'hui, il faut le dire, hein, ça a déjà été dit avant moi, il y a un manque de données, ça c'est évident. Donc, en matière de cas humains, aujourd'hui, on n'a pas assez de données, on n'a pas beaucoup d'études épidémiologiques. Mais par contre, on a déjà beaucoup de données sur les études en laboratoire, sur cellules, sur animaux hein, de laboratoire, mais aussi sur animaux sauvages. Et on connaît de mieux en mieux aussi les mécanismes biochimiques. Et donc ça devrait nous amener à appliquer ce principe de précaution actif et à ne plus attendre finalement ces données. Hein. Je terminerai quand même par le budget, ça a été vraiment rappelé également, mais l'impact économique, notamment des perturbateurs endocriniens, est énorme. On l'a évalué au bas mot à 157 milliards, parce que ça a déjà été réévalué à 163 milliards l'année suivante. Mais en fait, on sait que concernant ce coût, c'est quand même les pesticides qui y contribuent de manière très importante, en sachant que cette étude n'avait pas du tout pris en compte ces pesticides fluorés. Hein. Donc il faut le revoir clairement à la hausse également. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais vraiment dépasser le timing, mais merci de votre attention en tout cas. Et voilà, je vais remettre là.